Mais savoir qu'en fait, tout cela peut être induit d'une certaine façon par notre histoire, permet finalement de s'en départir et de reprendre un peu les commandes. Et en fait, c'est vraiment un travail de connaissance, de clarification. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Et est-ce que je veux, est-ce que j'ai le désir de donner une direction autre à ma vie? Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Merci d'être avec nous et bienvenue. J'en perds mon stylo, mais c'est un sujet qu'on va aborder qui me touche particulièrement et je trouve que tout le monde devrait s'y plonger, en tout cas pour essayer de voir de quelle manière le passé évite d'influencer le présent, voire éventuellement le futur. Sabrina Perrin est installée sur les canapés. Bonjour Sabrina. Bonjour. Ça va? Merci. Vous êtes bien installée là? Parce que je vous sens en position de... Non, ça va, c'est bon. Je suis content que vous soyez là parce que on a discuté un petit peu hors antenne avec Sabrina pour essayer de trouver un titre qui était suffisamment évocateur pour parler de de votre expertise, de votre parcours de vie, de ce que vous proposez à ceux et celles qui regardent. Et il y a cette phrase que j'ai notée en gras sur ma fiche qui dit « Comprendre comment le passé s'inscrit dans le présent ». Est-ce que c'est cette phrase qui pourrait résumer ce que vous êtes aujourd'hui? C'est très juste, en effet. Déjà, on en fait l'expérience, chacun d'entre nous. On voit dans quelle mesure ce que l'on a pu vivre à titre personnel vient impacter notre présent. Ce qu'on imagine moins, c'est que la vie de nos ancêtres, de nos défunts, puisse avoir aussi encore une incidence sur nos parcours individuels, personnels. Et sur nos schémas répétitifs. Exactement. Et c'est tout le travail que je propose, c'est de prendre conscience justement de ces schémas inconscients, de ces loyautés invisibles qui nous empêchent en réalité d'être pleinement nous-mêmes. Est-ce que vous avez le sentiment que si on pousse un peu les choses et si on extrapole un peu, quelqu'un qui considère ne pas réussir sa vie, ne pas être heureux, suffisamment épanoui, c'est quelqu'un qui doit traîner un truc en rapport avec la psychogénéalogie et peut-être un héritage de nos ancêtres? Pour moi, oui. C'est ma lecture, en fait. Ce sont mes lunettes. Mais je ne pourrais pas être affirmative à 100%. Bien sûr. Mais je pense que quelqu'un qui, effectivement, bute, se heurte à des difficultés et qui essaie de déployer des trésors d'invention, d'ingéniosité parfois et qui cherche exactement toutes les solutions pour pouvoir remédier à cette problématique et qui n'y parvient pas. On peut très raisonnablement penser qu'il y a une problématique transgénérationnelle. Quel que soit le domaine? Quel que soit le domaine. Professionnel, amoureux, affectif familial, familial, amical. Oui, vraiment, tous les domaines sont concernés, tous les domaines de la vie. Entendre des messages d'amour, de l'au-delà, c'est toujours une chance, un privilège. Et j'avais aussi ce prénom de Thérèse avec cette dame. Est-ce que ça peut parler? Ah oui, Thérèse, oui, ça me parle. Il y a une autre dame, Marie ou Marguerite, un truc comme ça de l'autre côté. Oui. Et il t'aime tant que j'en ai des frissons des jambes jusqu'ici.
Il y a quelque chose par rapport au septembre 21, 22 septembre même. Alors, 22 septembre, c'était les obsèques d'une personne très chère dans notre famille également. Et ça, Dans un accident de la disait au route. début de l'émission, Oui, ça. voilà. Et elle le confirme là. Je veux juste lui dire que tout va bien pour lui. En tout cas, regarde, dans l'au-delà, il est festif, Bernard. En plus, il me fait des blagues. Bernard, le sauciflard et tout ça, il m'a fait des... Il faut vous relier à la nature, Anne. Il y a quelque chose avec la nature, il faut marcher dans la nature. forêt Ouais. et tout ça. C'était quelqu'un qui allait Il beaucoup en utilise les forêt. plantes. Il utilise le symbole de l'arbre. Vous n'avez pas ça Ça, chez c'est vous? Alors, je vais Accroché. vous faire plaisir. Hier, c'était mon anniversaire et mon mari Au m'a bol de enfin l'arbre. Vous offert avez un pas- sol pleureur qu'il a fait planter dans notre jardin. En tout cas, il est bien arrivé et il y a une chose qui est importante, il me fait comprendre que c'est pas dans la durée de lien, mais en tout cas, il vous protège de là-haut. On est parti à Montréal, mais aussi pour fuir ou pour de la distance. Mais on reviendra aux sources. C'est ce que j'ai entendu. Ah, mais clairement, c'est Voilà. exactement ça. Je suis Ouais. partie pour me réparer, mais là, j'ai un Oui. retour imminent. Eh ben, c'est pour ça. Aujourd'hui, elle veut me dire qu'elle est devenue en fait une nourrice de l'au-delà. Elle me dit que elle a trouvé sa place dans l'au-delà. Elle me parle. Elle était nounou, elle était nounou. oui. Ouais, voilà. Tout concorde avec ce que vous disiez, et notamment sur les perceptions. Alors, Malheur à ceux qui n'auront aimé que des apparences, des physiques, des images. La mort leur ôtera tout. Tâchez d'aimer les âmes, vous les retrouverez. Alors on va voir évidemment comment est-ce qu'on peut s'en sortir, parce que la question c'est ça. Et je me dis aussi, quand on a cette expertise, quand on parle de transgénérationnel, de psychogénéalogie, je me dis que quand on démarre dans la vie, qu'on a une vingtaine d'années, on devrait commencer par ça, Mais complètement. pour nettoyer quelque part. Et en même temps, Je sais ce que vous allez me dire. Allez-y, mais je sais ce que vous allez me dire. non, mais c'est vrai, parce que la plupart des gens de nos âges se disent « Oh là là, mais si j'avais su Ouais. ». Et en même temps, c'est un chemin. C'est un chemin pour se connaître. Alors moi, j'aime beaucoup la métaphore de l'alchimie. Et elle est peut-être un peu galvaudée aujourd'hui, mais c'est vrai, en fait. On est un peu des orpailleurs aussi. Et l'idée, c'est d'aller trouver son or à travers tous ces cailloux, tous ces gravats. Ils viennent joncher notre parcours de vie. Exactement. Et c'est cette expérience qui fait la différence. Exactement. Eh oui, bien sûr. Alors, il vaut mieux quand même en prendre conscience à un moment donné, en fait, hein, et ne pas attendre la fin de l'histoire. Mais voilà, je pense que malgré tout, c'est intéressant de venir quand même se heurter à certaines difficultés. Après, la jeune génération, curieusement, est de plus en plus encline, de plus en plus intéressée par ces sujets qui sont vraiment d'actualité. La psychogénéalogie existe depuis un certain nombre d'années, hein, depuis Anne Ancelin Schutzenberger, et bien avant en réalité. Moi, depuis toujours, j'étais intéressée par ces questions-là sans en avoir vraiment conscience, mais la littérature parle de ça depuis toujours, de manière un peu à couvert de fiction. Aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit bien, hein, toutes ces autofictions parlent d'histoires de vie, hein, de romans familiales, hein, le dernier Goncourt, hein, La maison vide. Et je pense que c'est vraiment magnifique de voir ces jeunes gens comprendre qu'il y a quelque chose à comprendre assez tôt, en tous les cas. Est-ce que vous faites partie de celles qui se sont posé cette question, et si j'avais su? Non, j'ai toujours pensé que le chemin était assez juste. Maintenant, avec le recul. Même pendant? Ouais. Même face à l'adversité, et on verra évidemment les étapes importantes de votre vie, mais... De manière assez intuitive, hein, je pense que je ne suis pas non plus la seule à avoir cette impression-là. Bien sûr que parfois on se dit mais pourquoi, et comment je vais faire pour m'en sortir, et est-ce que je vais m'en sortir? Parfois on a l'impression qu'il s'agit aussi... parfois on se trouve face à des situations qui concernent la vie, hein, et la mort. Mais j'ai toujours eu l'intuition que c'était le chemin.
Alors, on va voir justement ce chemin. Est-ce que d'ailleurs, aujourd'hui, avec le recul, vous considérez que le vôtre a été particulièrement sinueux, voire particulièrement difficile ou pas? Ou vous avez plutôt été épargné sur certains côtés, même s'il y a des phases qui ont été difficiles? C'est délicat, en fait, de répondre à cette question parce que je pense qu'il faut vraiment comprendre que c'est assez inutile de juger et son parcours et le parcours d'autrui. Hein. On est... C'est vrai. Mais il ne s'agit pas de juger, il s'agit simplement d'avoir un petit regard dans le rétro pour se dire, bon alors, voilà ce que j'ai fait dans ma vie, dans mes 40 premières années, 50 premières années, bon alors j'en suis où, quoi? Je pense qu'on est tous, en fait, on est tous confrontés à des défis. On a tous des défis, des challenges à relever. Et vous considérez que c'est pas plus qu'un autre, pas moins qu'un autre? C'est différent. Ok. C'est différent. On est très heureux ou heureuse de pouvoir les traverser et les regarder avec le recul dont vous parlez. Surtout les regarder avec le recul, les traverser, je suis moins sûr. Mais bon, surtout. Disons que les traverser, ça veut dire qu'on est déjà de l'autre côté. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai. Quand on est dedans, de toute façon, voilà. Mais je crois que, voilà, que c'est initiatique, c'est nécessaire. Je pense. Ouais. Et même par rapport à nos enfants, hein, on voudrait effectivement faire suffisamment d'élagage pour leur permettre d'avoir une vie plus heureuse, plus simple. Mais chaque existence comporte des écueils et des défis. Et c'est aussi ce qui nous construit, Mais voilà, je suis effectivement heureuse de les avoir traversés et certainement qu'il y en a d'autres qui m'attendent. À venir, exactement. Alors on va voir évidemment la psychogénéalogie, de quelle manière effectivement vous la pratiquez, comment est-ce qu'elle entre dans votre vie. On dit que tout bon accompagnant de vie, expert, thérapeute, coach et autres, commence déjà par soi-même. Qu'est-ce que la psychogénéalogie vous apprend de vous et de vos aïeux? Personnellement Alors moi, ça m'a... Donc, j'ai, comme vous l'avez compris, traversé des moments difficiles. Burn-out, exactement. Etc. Le burn-out qui est vraiment quelque chose dont on parle beaucoup, mais qui n'est absolument pas anodin et qui est vraiment... il y a toute une littérature qui explicite très très clairement ce qu'est un burn-out. Hein. C'est vraiment une épreuve dont on ne se remet jamais tout à fait. Hein. C'est un peu comme, vous savez, l'art japonais de reconstruction japonaise, le kintsugi, où après avoir donc reconstitué l'objet, on recolle ces morceaux grâce à de la feuille d'or. Ouais. Donc c'est un objet qui est magnifié par la feuille d'or, mais qui n'est plus... Enfin, il a des lignes de faille, donc il n'est plus aussi résistant, aussi puissant, mais en tout cas, il est valorisé dans le parcours qui a été le sien. Et donc, c'est vraiment... donc, le burn-out, c'est vraiment une épreuve qu'on appelle aussi nuit noire de l'âme. Pour moi, ça a duré plusieurs années. Parce que vous étiez enseignante? Oui, tout à fait. Ça, ouais. Et donc, il m'a appris... il m'a mis face à cette fatigue personnelle, mais il m'a aussi mis face à une charge invisible et à des loyautés dont je n'avais pas conscience. Et donc, en fait, ça a été vraiment ce moment de bascule. Ça a été comme une brèche, en fait, pour me permettre de comprendre, de me mettre en chemin, pour comprendre qu'est-ce qui agissait en moi pour me mettre dans cette situation, dans cet état. Et qu'est-ce que vous avez appris alors? Parce qu'à l'issue du burn-out, vous faites 10 ans d'exploration de la psychogénéalogie, pour le coup. Oui. Et qu'est-ce que ça vous apprend de vous? Qu'est-ce que ça révèle de vous, pour le coup? Ou du transgénérationnel, de vos aïeux, etc. etc. Eh bien, j'avais le sentiment de connaître mon histoire familiale en long, en large, en travers, dans tous les sens. Et en même temps, non. Ça m'a permis de faire ce pas de côté, d'avoir une nouvelle lecture, justement, de cette histoire. Et donc, j'ai compris, effectivement, que moi-même, je m'inscrivais dans une continuité. Une continuité
en termes de lignée de femmes, en termes d'expérience de vie. Je croyais être aux commandes de mon navire. Et en fait, j'étais mue et agie par mon inconscient, par quelque chose qui me dépassait. Et ça a été vraiment, pour moi, une révélation. Est-ce que vous acceptez, évidemment, si vous préférez avoir cette réserve, et c'est votre droit, et on le respecte là-dessus, est-ce que vous acceptez de nous dire, cette lignée, quelle était la problématique, et le fait que vous êtes héritière de cette problématique de lignée, vous voulez bien nous le dire ou... Non, non, mais si vous préférez... Non, mais voilà, je voulais juste savoir ce qui aurait pu vous impacter au point d'en faire un burn-out, parce que c'est l'explication de la lignée. Mais si vous voulez, voilà, on reste sur la lignée si ça vous met pas à l'aise. J'ai pas de souci avec ça. En fait, je trouve que c'est formidable de pouvoir... On est aussi... je pense que c'est important, effectivement, d'avoir cette transparence, cette authenticité, pour que les gens puissent s'identifier. Mais je pense que... Et vous, peut-être que vous allez me poser la question, je ne sais pas, mais moi, je travaille aussi avec les mythes, parce que les mythes, en fait, ce sont des images universelles, ce sont des matrices, des archétypes, auxquels tout le monde peut s'identifier. Et je préfère finalement passer par le mythe qui parle à tout le monde que par moi-même. Alors allez-y. Même si dans certaines circonstances, on peut effectivement parler de soi. De soi, oui. Ouais. Non, mais c'est important parce qu'on se dit toujours, il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup d'approches, il y a beaucoup d'accompagnement. Et la première question qu'on se pose quand on sait que ces thérapeutes, ces praticiens, ces coachs vont rentrer dans notre intimité, c'est de se dire quelle légitimité ils ont. Ouais. Et la légitimité, elle se fait au travers du parcours de vie. Complètement. Donc, à partir du moment où on s'expose et on accepte de raconter un petit peu son histoire, ouais. En tout cas ce qu'on a envie d'en dire, c'est important et ça assoit et ça crédibilise bien évidemment la légitimité qu'on recherche tout pour à accompagner. Fait. Complètement. C'est tout à fait juste. C'est vraiment... alors, je peux vous le dire, en fait, c'est une histoire de femme. C'est une histoire de femme seule et de femme qui porte. Et la réalité, c'est que de génération en génération, on rejoue un schéma, mais le fond est le même, la trame est la même, mais la forme est différente. Donc, c'est pas toujours évident de se rendre compte qu'en fait, on est en train de rejouer une histoire. Vous avez vu que vous avez changé de posture quand il fallait raconter l'histoire. C'est étonnant de voir d'un seul coup, alors attention, donc je m'installe et je vais expliquer mon histoire sans dire exactement le fond du fond, mais peut-être sous la forme pour bien expliquer. Je vous taquine, mais c'est pour vous dire, le corps parle. Mais bien entendu, bien sûr. Le corps... La posture parle. Bien sûr. Et non, mais c'est vrai ce que vous dites. C'est important. Et on est dans le métalangage, on est aussi... Bien sûr. Voilà, le corps raconte aussi l'histoire à notre corps défendant. C'est-à-dire que même si je ne veux rien dire, vous voyez que les différentes... Alors, ce travail de psychogénéalogie que vous avez fait sur votre lignée, d'abord, est-ce que vous avez été étonné de ce travail-là et des révélations que vous avez pu en avoir? Donc, toujours me concernant. Ouais. Alors oui, pour moi, ça a vraiment été... donc, je me suis saisie de cet outil à titre personnel, dans un premier temps. Et puis, je me suis par la suite formée pour pouvoir accompagner des personnes, puisque j'avais pu expérimenter cette efficacité. Mais les révélations que vous avez pu en avoir sur justement votre lignée, est-ce que vous avez été étonné de ça? Vous vous attendiez à ça? En fait, comme ça s'est fait quand même sur la durée, donc ça fait partie quand même des thérapies brèves. On n'est pas comme en psychanalyse, que je trouve être un accompagnement extraordinaire, mais où on est quand même dans une forme de thérapie brève, mais le temps est quand même central. C'est-à-dire que même si on voit quelqu'un 3, 4 fois, même 10 fois, comme c'est à peu près toutes les 2-3 semaines, on a 1 an devant soi pour finalement découvrir, intégrer... Et en fait, les choses se font de manière assez subtile. Et quand on arrive au bout d'un parcours, parce qu'on peut en faire plusieurs, c'est toujours un peu l'arbre qui cache la forêt, on vient avec une problématique, un objectif. Et puis une fois qu'on a découvert cet aspect-là, on a tiré un fil, on peut en tirer bien sûr d'autres. Et donc, ça m'a paru comme une évidence en fait.
En fait, ça m'a paru être une évidence. Et vous avez découvert ça, vous aviez déjà votre fille ? Oui. Oui, et donc ça veut dire que, est-ce que vous avez eu le sentiment de se dire, je ne peux pas perpétuer ça, Complètement. continuer ça pour ma fille, et puis d'abord pour moi, évidemment, pour être plus heureuse, plus épanouie, plus... Oui. C'était aussi ça la démarche par rapport à votre descendance, à vous ? Complètement. Moi, j'ai une fille unique. C'est aussi une donnée importante, justement, dans cette lecture psychogénéalogique. Et c'est vrai que il faut faire les choses pour soi, c'est vraiment extrêmement important, mais par répercussion, forcément, ma fille bénéficie de ce travail que j'ai pu accomplir pour moi-même. Oui. Alors, voyons un petit peu de quelle manière, effectivement, vous avez appréhendé ce travail de 10 ans. Pendant 10 ans, vous avez fait ce travail-là. Ça n'en fait pas une expertise, c'est-à-dire qu'une fois que vous faites ce travail sur vous, d'abord pour, pas cloisonner, mais en tout cas pour essayer de comprendre votre histoire, vos lignées et autres, ça n'en fait pas une expertise. Pourquoi est-ce que vous vous dites « je vais faire ça » ? Parce qu'effectivement, vous dites simplement « si ça a marché sur moi, ça peut marcher pour les autres et donc je vais le faire ». Alors, en même temps, aujourd'hui, on parle du patient expert quand même. Je pense que traverser son propre désert donne quand même une certaine légitimité. C'est-à-dire que chacun a son désert à traverser, mais le fait d'avoir traversé le sien, ça permet quand même de savoir comment manager son temps, son énergie. On a quand même quelques balises. Mais effectivement, à la suite de ce travail personnel, je me suis formée afin de pouvoir accompagner des personnes, puisque cet outil me parlait. Après, bien sûr, il y a différents types d'entrées. Aucune ne se disqualifie, elles se répondent, chacun va utiliser le chemin dans un premier temps qui lui parle le plus. Quelle différence fait-on entre une psychothérapie, une psychanalyse, la psychogénéalogie ? Il y a psy. Donc on va aller chercher un peu, on va faire ce travail de fond là, qui remue sans doute et qui doit être aussi parfois révélateur de certains secrets non dits. Quelle différence vous faites entre toutes ces approches ? Elles sont différentes, elles sont complémentaires. Bon, par exemple, en psychogénéalogie, les gens confondent parfois psychogénéalogie et analyse transgénérationnelle. Bien sûr, il s'agit effectivement de travailler sur le système familial dans son ensemble, au-delà de la famille mononucléaire, c'est-à-dire parents-enfants, mais de prendre en considération l'histoire des ancêtres. Vous remontez loin ? Jusqu'à 5 générations, mais on comprend très vite, en fait, quelle est la problématique. Et l'idée, après, c'est de trouver à qui, de quoi on est, de qui on est, de quelle histoire, pour revenir à notre titre, de quelle histoire nous sommes le réceptacle. Et donc, la psychogénéalogie, c'est un outil en réalité. C'est un outil qui permet de lire et de structurer les informations. Ça permet de cartographier votre histoire familiale. Si tant est qu'on la connaisse. Oui, mais un arbre qui n'est pas un arbre généalogique qui n'est pas très renseigné, en fait, est aussi éloquent de par l'absence d'informations que lorsque vous avez énormément de... On ne va pas travailler de la même façon, on ne va pas appréhender les choses de la même façon. Mais ce silence de l'arbre dit déjà beaucoup. Effectivement, si tant est qu'on connaisse son histoire. Parce que quand on parle de transgénérationnel ou de psychogénéalogie, il y a beaucoup de gens, et on a fait plein de tests aussi, on a vu ça, il y a beaucoup de gens, évidemment, qui sont soit adoptés, qui n'ont pas nécessairement, alors peut-être de leurs parents ou de leurs parents adoptifs, mais quand il s'agit de remonter plus loin, et comme vous dites qu'on peut remonter jusqu'à 5 générations, très peu de gens ont la possibilité d'avoir ces informations si complètes. C'est vrai. Cependant, aujourd'hui, il existe de nombreux outils. Alors, il y en a qui sont réticents à les utiliser, mais curieusement, et c'est ce qu'on appelle les synchronicités psychogénéalogiques, quand on se met en chemin, eh bien, en fait, tout arrive. On a des réponses. Et c'est vraiment extraordinaire parce que je suis à chaque fois
surprise, épatée, j'ai envie de dire, par les personnes qui viennent me dire « Oh là là, c'est incroyable, j'avais une cousine éloignée qui a repris contact avec moi » ou j'ai reçu une information, j'ai sollicité telle ou telle archive, je n'avais pas l'information depuis 2 ans et là je commence un travail avec vous et on m'appelle ou je reçois un mail, j'ai la fameuse information. Enfin, c'est presque systématique. Alors après, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui se joue chez nous quand on a l'information. Il y a le travail pour aller rechercher, remonter, votre approche, les recherches que vous faites, et puis cette constitution et cette reconstitution de l'arbre généalogique, et l'information que cet arbre nous délivre, entre autres. Mais qu'est-ce que ça va amener chez nous pour qu'il y ait cet apaisement, pour qu'on casse cette chaîne répétitive et qu'il y ait cette transformation souhaitée? Alors, en fait, je vous disais, donc, la psychogénéalogie, c'est un outil de lecture et de structuration. Donc, on collecte des informations, on se rend compte qu'on en dispose de certaines et pas d'autres. Et moi, je couple la psychogénéalogie avec l'analyse transgénérationnelle pour répondre à votre question de tout à l'heure, où en fait, c'est une approche plus clinique, plus symbolique et plus intégrative. C'est-à-dire que c'est dans le récit qu'on va faire de toutes ces informations qu'on va dépasser la dimension intellectuelle, en fait. Et à cela se couple ou se triple un nouvel outil qui est l'acte libératoire. On appelle aussi acte psychomagique, puisque c'est l'appellation que lui est donnée Alexandre Jodorowsky. Donc, notre cerveau ne faisant pas la différence entre la réalité et aujourd'hui, les neurosciences nous le montrent. Enfin, on a suffisamment de recul pour voir effectivement que ce que l'on imagine et ce que l'on vit, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Eh bien, il y a un travail de reprogrammation. C'est-à-dire que la prise de conscience seule est une première étape. Pour certains, elle est déjà très décisive parce qu'ils étaient dans une forme d'inconscience. D'autres sont dans le mental, on fait énormément déjà de travail sur eux et se rendent compte effectivement de là où ça bloque. Et il faut effectivement pouvoir proposer une nouvelle histoire ou en tout cas faire un travail de reconstruction à travers cet acte de libération psychomagique. Est-ce que vous en avez fait un? Personnellement? Oui. Plusieurs. Plusieurs même? Ah non, mais... Moi, j'ai entendu des actes qu'on appelle des actes psychomagiques, des situations, il faut oser. Hein. Ouais. C'est puissant. Hein. Ouais. Et c'est très étrange même parfois. Hein. C'est bizarre. C'est très bizarre. Vous en avez fait? Alors moi, plusieurs? J'ai pas... Je pense qu'il y a des personnes, d'ailleurs, que vous avez reçues, qui ont écrit des livres qui proposent justement des actes psychomagiques assez fous. Personnellement, je suis trop sage pour les expliquer. Non. Ah non, pour faire ceux qui sont préconisés. Mais vous me dites, j'en ai fait beaucoup. Moi, je les fabrique sur mesure. Moi, je me les suis fabriquées pour moi-même. Ok. Déjà. Aujourd'hui, vous avez aussi, je ne sais pas si je peux citer, que ce soit Elisabeth Horowitz ou Natacha Calestrémé, qui propose des protocoles. Ces protocoles, en fait, une fois qu'on maîtrise suffisamment l'outil, on peut vraiment se les approprier et se les fabriquer sur mesure. Moreno Fazzari, Johan Roche, Myriam Facio, ils font des actes psychomagiques. Alors, on peut expliquer, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'un acte psychomagique? Quelle est la définition de l'acte psychomagique? Alors, la définition, je ne sais pas si elle serait très orthodoxe, mais en tous les cas, c'est de déjouer, finalement, une histoire, un trauma, une répétition qui vient effectivement nous entraver dans notre vie personnelle. Et donc, on va revivre tout en donnant une nouvelle forme à la situation. Parfois même en prenant
l'inverse, en faisant l'inverse de la situation. Exactement. Donc voilà, des gens qui vont une problématique à l'argent liée au père ou à la mère, ils vont se peindre en peinture dorée. C'est pour ça que c'est très étrange parfois. Ouais. Et voilà. Mais le fait de décider, d'avoir le cran, finalement, de réaliser cet acte psychomagique aussi étrange soit-il, est à mettre en rapport avec la douleur ressentie par la personne. Les personnes qui sont tellement... qui se définissent à travers leur histoire familiale et une douleur qui, finalement, est une forme d'emprise, de masque, de prison, qui ne peuvent pas en sortir, et d'autres qui font des actes psychomagiques presque spontanément, même sans avoir recours à un thérapeute pour les accompagner. Et là, pour illustrer cela, je peux parler d'une amie qui elle, effectivement, était... C'est plus facile de parler des autres que de soi. J'ai bien compris. Je vous ai pas interrompu parce que j'ai dit petit exercice de... Non, mais je trouve un petit pas de côté pour pas dire les choses nous concernant. Je trouve que cet exemple que je vais donner est un exemple qui est très inspirant et qui est très parlant, puisqu'elle est issue d'une famille très simple. Personne n'avait fait d'études dans sa famille, et notamment pas les femmes, qui étaient... dont la condition était extrêmement réduite et définie par une sorte de système de classe, de caste. Et elle a fait des études. Mais elle avait une sorte de plafond de verre qu'elle n'arrivait pas à franchir, à dépasser. Et elle est allée spontanément, à l'issue d'un concours qu'elle a passé à de nombreuses reprises, et donc implorer, enfin pas implorer, mais en tout cas taper du poing sur la tombe de ses aïeuls pour leur dire « mais moi je ne veux absolument pas de votre vie ». Ça c'était un acte psychomagique que de faire ça? Bien sûr. Ok. Et elle s'est adressée à elle a crié, tapé du poing, pleuré de manière très très spontanée. Ouais. Et donc c'était bien avant que je fasse de la psychogénéalogie, et on en a parlé. Je lui ai dit, là, tu as fait un acte libérateur spontané. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est ça. C'est-à-dire que donc ce concours, elle l'a passé à 4 reprises. Elle était admise aux écrits à chaque fois, mais l'oral ne passait pas. Et donc... Elle a fait donc cet acte libératoire, et elle a reçu donc le résultat de ce concours. Elle était admise et elle a intégré l'École nationale de magistrature, puisqu'il s'agissait de ce concours-là, le jour de son anniversaire. Mais si on se fait l'avocat du diable dans cet exemple que vous donnez, elle le passe par 4 fois. Oui. Donc on pourrait très bien imaginer qu'au bout de la 4e, sans acte psychomagique, au bout de 4 fois, on se dit, bon, bah voilà, elle peut peut-être l'avoir au bout de 4 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Non, parce que... Je pousse à l'extrême. Hein. Oui. En fait, on voit bien que cette personne, elle a les capacités. Donc elle passe l'écrit à chaque fois. Il y a quelque chose, en fait, qui... C'est ça. Et qui la retient, en fait, Il y a un blocage. de devenir qui elle souhaite devenir, en réalité. D'accord. Et c'est cette allégeance, cette loyauté à ces femmes qu'elle rompt à ce moment-là, qui lui permet finalement de participer à ce qu'on appelle un processus d'individuation, c'est-à-dire sans renier d'où elle vient, finalement de choisir son propre destin. Exact. Et en fait, elle a les écrits. Mais elle est la plus âgée aussi de sa promo. Donc en fait, on peut se dire, là, en fait, c'est quand même compliqué pour elle. Et elle peut aussi perdre confiance, puisque les années se succèdent, et la réussite n'est toujours pas là. Moi, je suis fasciné par les actes psychomagiques, parce que j'en ai entendu quelques-uns. Je me dis, mais il faut vraiment avoir du cran. Il faut vraiment oser, il faut vraiment
jouer le jeu. Qu'est-ce que vous en avez d'autres qui vous ont profondément marqué, ou vous vous êtes dit d'ailleurs quand quelqu'un fait appel à vos services, vous dites tiens je vais lui proposer cet acte psychomagique, mais dans le choix, dans la manière dont vous allez structurer cet acte psychomagique, il faut quand même être sûr que la personne est capable de le faire, quoi. C'est la raison pour laquelle je propose pas des choses trop extravagantes. La plupart des gens d'ailleurs me disent il y a déjà des résistances, même pour un acte très simple, une lettre. Enfin, moi je propose des actes qui s'articulent souvent sur plusieurs semaines et sont des choses très simples à faire. Et les personnes me disent c'est simple, je le sais, je comprends pas pourquoi je ne le fais pas. Parce qu'il y a des résistances inconscientes. Hein. Donc même si effectivement intellectuellement il y a une volonté, on se heurte quand même c'est un peu David contre Goliath. Hein. Je veux dire, on est face à... Ce qui est curieux dans un arbre, c'est qu'en fait, il y a une double injonction. C'est-à-dire que quand on se met en travail, c'est que l'arbre, l'inconscient familial demande finalement à ce que les choses évoluent. Et en même temps, il y a une loyauté à l'arbre, puisque finalement, ça a toujours fonctionné d'une certaine façon, et que finalement, ça a servi l'arbre, puisque vous êtes là. Donc en fait, il y a cette espèce de double demande, double message, et lorsque les personnes arrivent à réaliser donc l'acte symbolique très simple, ils me disent la libération, ma vie change, et de manière très ténue. Je leur demande souvent d'ailleurs d'écrire dans un journal les changements, et c'est en prenant conscience de ces changements qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il y a un avant et un après. Moi, j'ai entendu des actes psychomagiques où vous aviez, par exemple, des personnes à qui on a demandé de s'habiller en clochard, de se mettre dans la rue pendant 2 jours et d'incarner un SDF, quoi. Tout à fait. Et vous voyez, il y a des écrivains, des journalistes qui enquêtent sur des modes de vie. On pourrait se demander, et je pense que ça l'est, si ce n'est pas un acte symbolique spontané. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre dans des situations que la plupart des gens n'envisageraient même pas, pour pouvoir faire l'expérience et guérir une blessure de l'arbre. Mais est-ce que c'est pas faire l'expérience juste pour faire l'expérience et pas nécessairement en se disant j'y vais pour guérir quelque chose? C'est inconscient, bien sûr. C'est inconscient, ouais. Parce que déjà, les personnes qui viennent me voir me posent des questions. Et moi, je leur réponds, si vous posez la question, c'est que vous avez déjà la moitié de la réponse. Si on ne se pose que des questions qui ont à voir avec notre propre histoire, c'est pas qu'on ne s'intéresse pas à ce qui ne nous touche pas, mais on priorise malgré tout. Donc quand on se pose une question, c'est que souvent il y a quelque chose à trouver et à comprendre. Et là, pour reprendre l'exemple d'un journaliste ou d'un écrivain, et on le voit bien avec les livres d'autofiction qui sortent depuis un certain nombre de mois et d'années, que les questions... Enfin, d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de récit... ça n'engage que moi, mais la véritable fiction me semble assez inaccessible en réalité. Donc je pense que lorsqu'on se met dans des situations aussi puissantes, aussi fortes, je pense même aux reporters qui couvrent des événements de conflits dans le monde, je pense que ça vient aussi répondre à quelque chose de l'arbre, des départs forcés, de l'exil. Il y a une résonance. Il y a une résonance. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que tous ceux qui regardent à cet instant-là vont commencer à se dire « Pourquoi je fais ça ? Pourquoi est-ce que je vis de cette manière-là ? Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette carrière-là » Il y a une explication. Pour moi, oui. Je pense que rien n'est le fruit du hasard, et c'est la lecture psychogénéalogique qu'on a effectivement des professions. Il y a une lecture du métier, comme il y a une lecture du prénom. En fait, tout est symbole, et en fait, c'est
c'est une quête de sens, en fait. On cherche pas de manière fantaisiste, mais à travers une grille d'interprétation symbolique, on cherche le sens de tout cela. Et la plupart des gens sont en crise de sens, souvent. Pourquoi je ne réussis pas dans mon métier? Pourquoi je n'arrive pas à faire couple? Pourquoi l'argent me file entre les doigts? Quel est le sens de cela? En fait, derrière toute difficulté, c'est la question du sens qui est posée. Personne qui m'a dit un jour, moi je sais que j'ai fait une hypnose régressive et on m'a dit que j'avais fait vœu de pauvreté. J'avais signé un contrat de vœu de pauvreté dans une vie antérieure, et donc ce qui explique aujourd'hui mes problématiques financières. Alors, je me pose la question, je me dis, est-ce qu'on peut s'inventer aussi une souffrance héritée pour ne pas, à un moment donné, est-ce que ça ne serait pas plus confortable que de regarder sa propre vie? Est-ce qu'on ne s'inventerait pas, est-ce qu'on ne déboulerait pas en se disant, oh là là, je suis sûr que j'ai un problème parce que c'est... Alors qu'en fait, non. C'est simplement que là, à l'instant T, aujourd'hui, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour s'occuper de sa propre vie. Est-ce que tout est hérité du transgénérationnel ou de nos aïeux? En tous les cas, nous sommes modelés, informés au sens de l'information, construit par une histoire. Et aujourd'hui, l'épigénétique nous le montre, la mémoire moléculaire. Même aujourd'hui, la place que l'on donne aussi au fascia, qui est considéré aujourd'hui comme un véritable organe, au même titre qu'un rein, un cœur, donc qui est ce tissu un peu comme un palimpseste sur lequel s'imprimeraient tous nos chocs et psychiques et physiques. Je pense que c'est aussi tout le travail qui est proposé par la psychogénéalogie, c'est que dans tout cela, où est-ce qu'on se situe? Où est-ce que nous nous trouvons? Où se trouve notre véritable liberté? Et parce qu'effectivement, je pense qu'on hérite de beaucoup de choses à notre corps défendant. On vit dans un milieu et en fait, à l'image justement de ces poupées gigognes, de ces matrioshkas, eh bien, tout est imbriqué, tout est intriqué. Et bien sûr qu'on a une responsabilité sur la manière dont on va gérer, par exemple, un budget ou ses relations amicales, son rapport au monde. Mais cette façon c'est pas justement pour se déresponsabiliser, mais savoir qu'en fait, tout cela peut être induit d'une certaine façon par notre histoire, permet finalement de s'en départir et de reprendre un peu les commandes. Et en fait, c'est vraiment un travail de connaissance, de clarification. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Et est-ce que je veux, est-ce que j'ai le désir de donner une direction autre à ma vie? Beaucoup de gens doivent avoir envie de se dire ça. Je crois pas. Non? Non. Ah bon? Non. Je crois vraiment que on est très attaché à... on voit tous ces patterns qui sont récurrents. Mais la plupart des gens, je pense que même beaucoup de gens, en tous les cas, sont très attachés à l'histoire qu'ils se racontent. On est dans une forme d'idéalisation de son histoire, quelle qu'elle soit, qu'elle soit douloureuse, chaotique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus confortable d'être une victime, c'est plus confortable de se victimiser que de réagir et de se prendre en main et de changer des choses dans son existence? Je pense. Ouais. Je pense. C'est un travail assez courageux quand même si moi, personnellement, mon mantra, mais je suis comme tout le monde, je pense qu'il n'y a pas de guérison sans vérité. Bon, moi, j'adore Jung, c'est vraiment, et je ne suis pas la seule, c'est vraiment le travail qu'il a fait est tellement colossal, profond, subtil. C'est vraiment le socle. Donc vous dites quoi? Il n'y a pas de... Votre mantra, c'était? Mon mantra personnel, c'est il n'y a pas de guérison sans vérité. Il n'y a pas de guérison sans vérité.
Et la vérité, en fait, elle peut sembler aveuglante, elle peut sembler effrayante, mais une fois qu'on la regarde dans les yeux, on se sent quand même beaucoup plus léger. Ça veut dire que le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui a pris conscience de certaines choses, qui veut faire ce travail en psychogénéalogie, il faut qu'elle s'attende à ce que les choses ne soient pas aussi simples, souples, faciles. C'est encore vrai ce que vous dites. Tout ce que je dis est vrai. Je plaisante. Vraiment, je plaisante. Non, mais je vois que vous connaissez aussi bien le sujet, c'est pour ça. Non, mais j'entends tellement de choses là-dessus. C'est que toutes les approches thérapeutiques, toutes les approches d'accompagnement, toutes les approches psychologiques sont des approches où il faut s'attendre à ce que ça remue, quoi. Oui, et en même temps, alors peut-être qu'on est tous très différents, parce que moi, je trouve ça tellement passionnant. En fait, c'est l'aventure vraiment de la vie, hein, c'est l'aventure d'une vie. C'est un travail en réalité d'amour pour soi. C'est un travail d'amour lucide pour s'aligner, pour son arbre. C'est un travail de réconciliation avec soi-même et avec justement cet arbre. Je trouve que ça rend humble, ça rend fier aussi, parce que peu importe ce qu'aient fait ses ancêtres, on est issu d'eux, mais nous ne sommes pas eux non plus. Et bien sûr, ça peut bousculer, mais je crois qu'en fait, les gens qui font un travail de toute façon de ce genre sont vraiment prêts à découvrir, à se découvrir et à regarder ces personnes en face, ces personnes comme des personnages de leur histoire, de leur roman familial. Regardez les Rougon-Macquart de Zola. Il y a des personnages flamboyants et puis d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais tous font partie de cette même généalogie. Et justement, c'est pour sortir du déterminisme zolien que c'est intéressant de faire de la psychogénéalogie. C'est se dire, effectivement, comment moi me ressaisir de cette histoire et donner un cap qui ne soit pas uniquement une répétition. Ouais, c'est comment reprendre sa vie en main, en fait. Mais c'est ça. Et ça, c'est, pour moi, en tous les cas, extrêmement enthousiasmant. C'est parce que c'est pas simple et ça se rejoue souvent. Parce que la vie, elle vient nous chercher quand même pour nous demander si on a bien compris, en fait. Oui, c'est ça, oui. Et parce qu'on se dit, ah, ça y est. Et en fait, on se rend bien compte que les mois qui suivent, les années, ça y est, on a donné une nouvelle direction à son histoire. Et puis, on se retrouve de nouveau confronté à dire, ah, parce que la vie vient nous demander, est-ce qu'effectivement, c'est ce nouveau cap que tu as choisi pour toi-même, hein. Non, c'est passionnant et je trouve qu'à un moment donné, effectivement, je ne sais pas s'il faut un peu de courage. Je ne sais pas si on peut parler de courage pour se lancer dans la psychogénéalogie. Vous pensez qu'il faut un peu de courage ? Ça dépend de qui on est. Qu'est-ce que le courage ? Il est différent pour chacun d'entre nous. Il y a des gens qui semblent être tellement... et puis qui arrivent à réaliser des actes héroïques. Et puis d'autres personnes qui semblent courageux quotidiennement et qui, face à un certain... En tous les cas, il faut avoir de la détermination à se choisir. Et ça, c'est un peu différent. Est-ce que les gens autour de vous, maintenant que vous êtes celle que vous êtes, et le travail que vous avez pu faire en psychogénéalogie, vous ont trouvé changé ? Ceux qui me connaissent bien, oui. Ouais. Ouais. Moi, en tous les cas. Et je crois qu'en fait, indépendamment du regard des autres, moi, je me sens extrêmement différente. Je reviens toujours à cette idée de les autres, et pourquoi, et comment, et qu'est-ce qu'il a dit, et qu'est-ce qu'il pense, etc. Ouais. Non, c'est quelque chose qu'on fait vraiment pour soi. Mais vraiment, depuis l'enfance, moi, je vois comment le pulse de ma vie s'est construit. Et en regardant dans le rétroviseur, comme vous, pour utiliser l'image que vous avez utilisée, c'est de se dire, ah vraiment, le fil rouge était là, et toutes les pièces se sont mises en place. Et je pense que pour chacun d'entre nous, il s'agit de ça. En fait, ce qui me plaît, moi, personnellement, beaucoup en psychogénéalogie,
puisque je suis quelqu'un vraiment mon histoire, c'est vraiment la quête d'identité, la quête de place, la littérature, les mythes. Tout ça, en fait, me constitue. Et chacun est le personnage principal de sa propre histoire. Et donc, en fait, cet agencement des pièces s'est fait au fil du temps, mais toutes les pièces étaient quand même là au départ. Et les mythes, pour moi, sont vraiment ces archétypes. J'avais un engouement, une curiosité pour les mythes, mais de la planète. C'est-à-dire les mythes antiques, gréco-romains, égyptiens, celtes, nordiques. Je me nourrissais de mythes. Et en fait, ces mythes sont vraiment des modèles, des modèles symboliques, en fait, qui s'appliquent parfaitement à la psychogénéalogie. Pour finir, est-ce que c'est... Alors, vous avez dit que ça n'avait rien à voir, effectivement, avec une thérapie brève, parce qu'il faut quand même que les choses s'installent et que ce travail se fasse. Donc, ça veut dire que quand on s'engage dans quelque chose, il faut s'attendre à ce que les choses ne se fassent pas en un coup de baguette magique et en quelques jours, quelques semaines. Je crois que c'est le cas pour tout. Vous avez des thérapies brèves avec des situations qui peuvent se régler en 2-3 séances. Mais là, pour le coup, on s'engage quand on fait la psychogénéalogie. Il y a des personnes pour qui ça va être relativement rapide. En 3 séances, ce sera déjà bien avancé. Puis d'autres pour lesquelles ça prendra davantage de temps. On ne peut pas se prononcer, en fait. On ne connaît pas finalement les résistances des uns et des autres. Mais le temps est quand même central dans toute compréhension de soi. Et à quel moment on considère que c'est terminé ? Quand la personne se dit, là, j'ai vraiment mes réponses. Et généralement, elle les trouve, ces réponses. Ouais. Bien, Sabrina, qu'est-ce que vous aimeriez, pour finir, qu'on retienne de vous ? De moi ? De vous, de votre expertise, de notre échange. J'espère que cette parole que je porte à travers l'expérience qui est la mienne trouvera des échos chez ceux qui nous écoutent. Se dire qu'il y a des outils, des solutions, des histoires qui se répondent. Et cet entretien, c'est un entretien qui me permet de dire à quel point, finalement, l'amour est au centre, en fait, de la psychogénéalogie. Comme toujours. Ouais. Comme toujours. Ce mot, je pense que si on ne l'entend pas 50 fois par jour, on ne l'entend pas. Mais c'est la base de tout, évidemment. Vraiment. Oui, incontestablement. On va mettre autour de la vidéo le lien qui vous permet de rentrer en contact avec Sabrina, évidemment. Est-ce que ça travail qui peut se faire aussi à distance ? Bien sûr, sans aucune difficulté. Ouais. Travail à distance, évidemment. Juste une dernière chose, parce que je pensais aux actes psychomagiques. Quand vous préconisez un acte psychomagique à quelqu'un, vous savez s'il l'a fait ou pas ? Oui. C'est sûr. Et les personnes, un peu comme des élèves, sont tout penauds. Tout penauds, ou alors, ils reportent la séance en disant, en prétextant quelque chose, parce qu'en fait, ils n'ont pas encore fait. Et puis, quand ils ne l'ont pas fait, de toute façon, ils sont tout embêtés. Alors, je leur explique que ça ne me fait absolument rien. Mais oui, bien sûr, c'est pour eux. C'est entre eux et eux-mêmes. Évidemment. Mais quand ils le font... vous voyez. Je le vois et ils le voient surtout eux-mêmes. Ouais, c'est sûr. Clairement. Sabrina Perrin, merci infiniment, praticienne en psychogénéalogie. J'espère qu'on vous a donné l'envie d'en savoir plus. Prenez contact pour se libérer. Alors vous dites se libérer, ce n'est pas renier ses origines, c'est reprendre sa place. C'est exactement ça. C'est vrai, hein ? Ouais. Reprenez votre place, celle qui vous est due, sans les dogmes et autres peut-être carcans des lignées de famille qu'on est obligé parfois de supporter consciemment ou inconsciemment, des trucs. Oui, parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. La psychogénéalogie, c'est
la question de l'identité. Qui sommes-nous? Mm. Quelle place occupons-nous et dans notre arbre et dans la société, puisque ça se répond Bien sûr. généralement. Et donc, c'est se reconnaître. C'est se reconnaître comme légitime. Et c'est ce que vous offrez aussi aux personnes qui sont là. On essaie. Merci infiniment, Sabrina. Prenez soin de vous. Merci également. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous.